temps de partir. Adieu ma tribu, ma famille. Il est temps de partir. Adieu ma tribu, ma famille. Si on interroge 10 personnes sur ce qu'elles entendent par éducation, nous aurons 10 versions différentes. La notion n'était pas la même à Sparte et à Athènes. Elle changera, et surtout sa mise en œuvre changera, suivant les croyances, les philosophies, les idéologies, les habitus, les finalités qu'on lui assigne. Elle changera aussi suivant les positions, les fonctions de celles et ceux qui ont un pouvoir dans le vaste domaine éducatif. Elle changera enfin suivant ceux qui sont visés par l'éducation. Éduquer les enfants, éduquer les parents. On devrait plutôt appliquer le verbe très connoté dans l'histoire politique de rééduquer. Éduquer les sportifs, éduquer à la citoyenneté, laquelle, etc. Dans ces chroniques, nous nous préoccupons évidemment de l'enfant. Mais nous pourrons voir qu'à partir de cela, c'est de toute la société dont il s'agit. Nous allons considérer l'éducation comme un ensemble d'actions, de comportements, de dispositifs qui amènent l'enfant à l'autonomie dans l'environnement où il aura à évoluer. La société pour nous. Avec un plus pour l'espèce humaine. Donner aussi à l'enfant la capacité d'agir sur cet environnement, que ce soit sur l'environnement physique, matériel, ou sur l'environnement relationnel. L'éducation, prise dans ce sens, aboutit à la séparation qui est aussi l'individuation, et non pas l'individualisation. À son terme, un nouvel adulte se rajoute à l'espèce. Dans notre monde humain, comme dans les espèces sociales, un nouvel adulte qui va devoir s'insérer et contribuer à l'organisation sociétale sans laquelle il n'existe pas et ne peut exister. L'autonomie à laquelle doit aboutir l'éducation du petit homme est donc un peu plus complexe que celle qui suffira au chaton. Elle devra se situer dans l'allonomie, c'est-à-dire dans la soumission aux règles de fonctionnement des différents espaces sociaux dans lesquels il devra évoluer. C'est une autonomie dans des interdépendances constantes et successives. C'est le paradoxe éducatif à résoudre pour ne pas aboutir à ce que Castoriadis appelle l'hétéronomie, le vrai antonyme de l'autonomie, c'est-à-dire l'incapacité d'agir dans et sur des mondes dont on a oublié qu'ils ne sont que des mondes imaginaires créés par nos langages. Je n'ai pas besoin d'insister sur les exemples actuels de cette incapacité. Cette autonomie s'acquiert par la construction des langages. Nous les avons suffisamment abordés pour que je n'ai pas à revenir sur le sens que je leur donne. Et nous savons maintenant que ce sont les espaces, les entités et les environnements successifs où vit l'enfant qui sont éducatifs et que, dans ces espaces, un certain nombre de personnes ont des pouvoirs. Adieu ma tribu, ma famille. Un parcours plein d'embûches, des rencontres insolites, des naufrages si trépidants, des sauvetages émouvants. Le premier espace de l'enfant, c'est bien sûr le ventre de sa mère. Pas besoin de souligner l'interdépendance entre la mère et le fœtus, et qu'à eux deux, ils constituent une entité, un système vivant. Mais on sait depuis relativement peu de temps que la mère a déjà des pouvoirs. Suivant comme elle mangera, boira ou ne boira pas, fumera ou ne fumera pas, cela aura des conséquences sur l'enfant. Vous comprenez que je ne parle pas des pouvoirs sur les personnes, mais des pouvoirs pour les personnes. Et puis nous arrivons à la première rupture, celle de la naissance. L'enfant va être confronté tout au long de sa croissance à une succession de ruptures, de modifications des interdépendances, dans une succession d'espaces, dans une succession d'entités sociales. Pendant la gestation, mère et enfant sont dans une osmose totale.
la rupture de la naissance va rompre cette osmose. Mais l'un et l'autre vont devoir rester un certain temps dans un état fusionnel. Ils continueront à constituer une entité. Ce sont les langages primitifs, olfactifs, tactiles, sensitifs qui permettent que se maintienne l'entité. L'interdépendance mère-enfant reste totale et unique. Et vient une seconde rupture, celle du sevrage. Nous savons tous que c'est bien plus qu'une adaptation physiologique à un changement alimentaire. La séparation d'avec le sein, c'est la rupture d'un lien physique et psychique, une étape dans l'individuation. Mais il correspond à une insécurité. Il va falloir que l'enfant soit à nouveau sécure. S'il faut que la mère se sépare de ce qui est une partie sensuelle d'elle-même, il faut aussi qu'elle assure différemment son pouvoir sécurisant et d'une façon plus partagée. D'autres pouvoirs sur son environnement, dans l'extension des relations, vont intervenir dans sa construction. Ceux du père, de la fratrie. L'individuation va se poursuivre parmi des autres plus nombreux, parfois en opposition à eux, en particulier quand l'enfant se heurtera au pouvoir sur sa personne, les seuls qu'il perçoit alors en tant que pouvoir. L'individuation est en même temps et presque contradictoirement socialisation. Nous allons retrouver ce phénomène normal dans les autres séparations partielles qui auront lieu par la suite. Or, tout au cours de sa construction qui va l'amener à l'état adulte, l'enfant va se retrouver dans des changements d'espace qui vont l'amener dans de nouvelles interdépendances auxquelles il faudra qu'il s'adapte et dans lesquelles il faudra qu'on l'aide à s'adapter, dans une succession de sevrages. C'est cette seconde séparation qui va provoquer la poursuite de la création de représentations, celle de la mère en particulier, autrement que par les langages primitifs et de les exprimer. C'est le début de la création du langage oral qui se substitue au langage primitif pour assurer un état sécure à l'enfant et à la mère avec qui il constitue toujours une entité. Le premier espace social éducatif est donc la famille. C'est là que l'enfant construit le langage le plus complexe qu'il aura à créer, celui du langage oral. Tout simplement parce que c'est ce langage qui fait exister et permet de fonctionner ce qui est une entité, la famille, c'est-à-dire un système vivant, autonome. Et c'est ce langage qui fait exister l'enfant dans la famille. La famille n'est pas éducatrice parce que les parents seraient éducateurs. Elle est éducatrice simplement parce qu'elle est. Nous avons vu quel type de pouvoir exercent les parents quant à la construction du langage de la mobilité et du langage oral, dans l'entité familiale et son environnement. Au fur et à mesure que les langages de l'enfant se complexifient, ces espaces d'évolution, d'investigation s'étendent. Au voisinage, par exemple. Les parents possèdent toujours un pouvoir, celui de la permission, de la limitation ou de la facilitation de son accessibilité. Évidemment que cet environnement physique et social est éducatif, qu'il le veuille ou non, qu'on le veuille ou non. Le canapé défoncé sur lequel on peut sauter, comme le chat de la maison, comme la voisine sympathique ou le voisin irascible. Mais chacun dans cet environnement exerce un pouvoir qu'il ignore. Un parcours plein d'embûches, des rencontres insolites, des naufrages si trépidants, des sauvetages émouvants. Normalement, dans l'agrandissement de ces cercles topologiques et sociaux que lui permet l'accroissement de son autonomie dans sa proximité, l'espace et l'entité suivante devraient être le village ou le quartier. C'est bien ce qui se passe dans les microsociétés étudiées par les anthropologues. On y devient adulte, tel je l'ai défini, de par la vie même de ces microsociétés, et ceci sans rupture.
Or, nos villages et nos quartiers ne constituent pratiquement plus des entités sociales, ayant la caractéristique des systèmes vivants, qui est celle d'éléments en interaction et en interrelation dans un espace ayant ses frontières et ayant la capacité de s'auto-organiser de façon autonome. Que trouveraient nos enfants s'ils n'avaient que le village pour poursuivre leur évolution? Même plus le garde champêtre comme dans la guerre des boutons. Notre organisation sociétale a morcelé, institué, séparé, insécurisé l'espace social qui finit par ne plus en être un. L'enfant va donc poursuivre parallèlement sa construction dans d'autres espaces artificiels où il se retrouvera dans d'autres interdépendances. Ce sera l'objet de la prochaine chronique.